À l'aube du 10 octobre 2025, une vanne se ferme et un système entier vacille. En quelques heures, 30% de l'eau jusque-là sous contrôle étranger disparaît, tandis que les primes de risque s'envolent sur toute l'Afrique de l'Ouest, transformant un geste technique en onde économique immédiate. Que doit comprendre le public quand Ibrahim Traoré est perçu comme une promesse de souveraineté par certains et comme un saboteur par d'autres? Une frontière invisible vient d'être franchie. Cette analyse propose au lecteur une promesse simple mais exigeante: comprendre ce que coûte réellement une souveraineté hydrique lorsqu'elle cesse d'être un slogan pour devenir une contrainte quotidienne. Il ne s'agit ni d'adhérer, ni de rejeter, mais d'évaluer, pas à pas, ce qu'un geste technique déclenche dans des systèmes imbriqués. Le bénéfice attendu est clair: distinguer le symbole politique des mécanismes concrets qui affectent l'eau, l'économie et les rapports de force régionaux. L'enjeu est élevé parce que la décision ne s'arrête pas au robinet. Elle traverse des contrats anciens, des dépendances technologiques invisibles et des routines financières installées depuis des décennies. Chaque ajustement provoque des coûts immédiats, mais révèle aussi des fragilités longtemps masquées par la stabilité apparente. Pour le lecteur, la question centrale devient alors pratique plutôt qu'idéologique. Jusqu'où une rupture peut-elle être absorbée sans transformer une reprise de contrôle en pénurie durable? Et surtout, à quelles conditions cette transition peut-elle être pilotée plutôt que subie? Deux données s'imposent dès les premières heures, comme un signal impossible à ignorer. La première est brute. Les chiffres officiels confirment une réduction immédiate de 30% de l'approvisionnement en eau auparavant sous contrôle étranger. La seconde suit presque aussitôt. Les projections évoquent une contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises internationales actives autour de la rivière Sahel. Rapprocher ces valeurs compose le premier miroir objectif du geste du 10 octobre 2025, un miroir que l'entourage d'Ibrahim Traoré savait inévitablement exposer. Ce basculement chiffré ne surgit pourtant pas du néant. Le contenu source rappelle qu'en amont, la gestion hydrique reposait sur une architecture largement externalisée. Des infrastructures clés fonctionnaient avec des algorithmes propriétaires, des codes d'accès fermés et des serveurs situés hors du continent. Les paramètres de débit étaient ajustés selon des impératifs d'optimisation définis à distance, rarement alignés sur les besoins réels des communes riveraines. Même les données climatiques, essentielles pour anticiper sécheresse et pics de demande, transitaient par ces systèmes verrouillés. Dans ce cadre, la fermeture de la vanne apparaît moins comme une improvisation que comme l'aboutissement d'un inventaire prolongé. Des enquêtes discrètes, menées sur plusieurs années, avaient mis en évidence une dépendance devenue structurelle. Le geste du 10 octobre agit alors comme un révélateur brutal. Il coupe à la fois un flux physique et une chaîne informationnelle, interrompant la transmission de données autant que la circulation de leur lot. La chronologie resserrée accentue l'effet de choc. À l'aube, la vanne se ferme. À midi, les médias internationaux parlent de sabotage et les marchés ajustent leurs primes de risque. En fin d'après-midi, un prêt majeur est suspendu. Le soir, des rassemblements de soutien émergent à Ouagadougou. À l'extérieur, l'acte associé à Ibrahim Traoré est lu comme une déstabilisation. À l'intérieur, comme une restitution attendue. C'est dans cet écart de lecture que s'installe la question centrale, désormais chiffrée: comment transformer une rupture mesurable en transition soutenable sans nier les coûts immédiats révélés par ces premiers deltas? Pour rendre la décision lisible au-delà des chiffres, le contenu source s'appuie sur des trajectoires individuelles,
là où la politique devient une contrainte concrète. La première scène se déroule à Ouagadougou dans une station hydraulique longtemps administrée à distance. Un ingénieur local découvre que l'installation, réputée intouchable, peut être reprise manuellement. En ouvrant les boîtiers et les accès internes, son équipe identifie des paramètres de vie orientés par des directives extérieures, sans prise en compte des besoins des communes riveraines. Ce n'est pas une panne, mais un réglage hérité, et ce réglage explique pourquoi la fermeture provoque un choc aussi net. Cette scène produit un effet immédiat. La capacité technique locale existe, mais elle a été neutralisée par l'organisation antérieure. L'autonomie n'est donc pas créée de toutes pièces, elle est réactivée sous contrainte. Dans les jours suivants, l'équipe engage un apprentissage accéléré tout en subissant une pression constante, car chaque ajustement doit désormais compenser l'absence d'automatisation externe. La seconde scène se situe à Kaya, dans une exploitation agricole dépendante d'une irrigation semi-automatisée fournie par une entreprise européenne. Après la coupure, le système s'arrête brutalement. L'agriculteur ne dispose d'aucune alternative prête à l'emploi. Il mobilise alors des voisins, organise des rotations nocturnes et rétablit un arrosage manuel. Le résultat reste fragile, mais plus de la moitié des plantations est préservée. L'effort est collectif, coûteux en temps et en énergie, mais il évite l'effondrement immédiat. Ces deux trajectoires parallèles révèlent un impact précoce commun. La rupture impose un coût réel, mais elle révèle aussi des marges d'action longtemps invisibles. Et au fond, reprendre l'eau, c'est aussi reprendre la décision. Avant l'aube du 10 octobre 2025, la rivière Sahel s'inscrit encore dans une routine invisible. Les flux sont réglés par des automatismes hérités, intégrés aux circuits techniques, financiers et administratifs de la région. Les capteurs transmettent leurs données vers des serveurs extérieurs, les algorithmes ajustent les débits et les opérateurs locaux suivent des procédures standardisées. Puis, en un geste bref, la vanne se ferme. Le passage est net. Un système entier cesse de répondre. Dans les premières heures, la scène est strictement technique. Les équipes arrivent sur site, souvent escortées, pour sécuriser des installations jusque-là partiellement hors de portée nationale. Les accès distants sont coupés. Les capteurs connectés à des serveurs étrangers cessent d'émettre. La donnée disparaît brutalement, privant les ingénieurs locaux de repères accumulés depuis des années. L'eau ne circule plus comme prévu, mais surtout, elle ne parle plus. Ce silence informationnel crée une sidération immédiate dans les réseaux de gestion. À la mi-journée, la séquence change d'échelle. L'événement quitte les stations hydrauliques pour envahir les écrans internationaux. Les premières analyses évoquent un sabotage. Les agences financières publient des alertes successives. Les contrats d'assurance politique sont réévalués et les primes de risque augmentent sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui était un geste technique devient un signal politique. L'acte associé à Ibrahim Traoré cesse d'être interprété localement. Il est désormais intégré aux grilles de lecture de l'instabilité régionale. En fin d'après-midi, les répliques économiques apparaissent. Un prêt majeur est suspendu. Des partenaires extérieurs annoncent un réexamen de leurs engagements. Les installations industrielles dépendantes de flux hydriques automatisés commencent à réduire leur activité. Les chaînes logistiques ralentissent. Les acteurs économiques ajustent leurs décisions dans l'urgence, non sur la base d'un bilan consolidé, mais sur la perception du risque. L'incertitude se diffuse plus vite que les données vérifiées. 48 heures après la fermeture, l'onde de choc atteint l'économie réelle.
Certaines unités industrielles fonctionnent à capacité réduite. Les exportations ralentissent, les coûts de production augmentent. À l'extérieur, les discours se durcissent. Des institutions financières évoquent des sanctions potentielles. Les mots deviennent des instruments, et ces instruments se traduisent en contraintes concrètes. Pour Ibrahim Traoré, la décision initiale est désormais enfermée dans un faisceau de réactions qu'il ne contrôle plus entièrement. À Ouagadougou, pourtant, la dynamique intérieure surprend. Des habitants se rassemblent dans les rues, non pour protester, mais pour exprimer un soutien. Les radios locales ouvrent leurs micros. Un récit intérieur se consolide, celui d'une restitution attendue. La séquence ne se résume plus à un choc, elle devient un affrontement de lecture. À l'extérieur, la fermeture est perçue comme une déstabilisation. À l'intérieur, elle est vécue comme une reprise de contrôle longtemps différée. La chronologie révèle alors sa logique propre. Activation technique. Point culminant politique. Réplique économique et sociale. Chaque étape renforce la polarisation entre rupture et réappropriation. Le geste du 10 octobre n'est plus isolé. Il enclenche une dynamique irréversible où chaque réaction alimente la suivante. La décision initiale se transforme en processus, et ce processus impose désormais son rythme à l'ensemble des acteurs impliqués. Le premier indicateur quantifiable s'impose immédiatement. La part de l'approvisionnement en eau auparavant sous contrôle étranger chute de 30% dès la fermeture de la vanne. Ce delta brutal ne signale pas seulement une pénurie ponctuelle. Il révèle une dépendance structurelle intégrée aux routines quotidiennes de distribution. Avant le 10 octobre 2025, ce contrôle externe n'était pas marginal. Il conditionnait la répartition de l'eau, la gestion des pics de demande et l'équilibre urbain. Après l'intervention, la baisse agit comme un révélateur, exposant ce qui fonctionnait tant que personne n'interrompait le système. Ce chiffre appelle une lecture technique précise. Le contenu source insiste sur un point souvent négligé. La fermeture n'interrompt pas uniquement un flux hydraulique, elle coupe aussi une chaîne informationnelle. Les systèmes automatisés reposaient sur des données transmises vers des serveurs situés hors du continent. Lorsque ces transmissions cessent, les opérateurs locaux perdent à la fois la capacité de pilotage en temps réel et les historiques nécessaires à l'anticipation. Autrement dit, la rareté immédiate résulte autant de l'arrêt de la donnée que de celui du débit. Pour Ibrahim Traoré, ce premier delta devient une boussole politique, car il mesure l'ampleur du chantier à reconstruire. Un deuxième repère chiffré apparaît presque simultanément. Les projections évoquent une contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères opérant autour de la rivière Sahel. Cette fourchette n'est pas anodine. Elle traduit des vulnérabilités différenciées selon les secteurs. L'agro-industrie est la plus exposée, suivie par la logistique hydraulique, puis par des unités industrielles dépendantes de systèmes de refroidissement automatisés. Cette dispersion des pertes explique la rapidité et la cohérence de la réaction extérieure. Lorsque les dommages deviennent transnationaux, ils se transforment en pression diplomatique, financière et symbolique. Là encore, le chiffre éclaire un mécanisme. Si les pertes avaient été strictement locales, elles auraient été absorbées comme une crise interne. Leur ampleur externe les convertit en levier politique. Le contenu source relie explicitement cette contraction des bénéfices à la suspension d'un prêt majeur et à l'élévation du risque perçu sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La décision associée à Ibrahim Traoré n'est plus évaluée seulement à l'aune de ses effets internes, mais à celle des modèles économiques qu'elle perturbe. Un troisième indicateur complète le tableau, plus discret mais structurant.
Malgré les interruptions d'irrigation, environ 70% de la production agricole parvient à être maintenue. Ce maintien relatif ne découle pas d'une technologie de substitution équivalente, mais d'ajustements communautaires rapides. Tours d'eau, rotation nocturne, réparation artisanale et solutions locales amortissent le choc. Le contenu source souligne que cette résilience n'était pas intégrée dans les projections externes, ce qui explique l'écart entre les scénarios d'effondrement et la réalité observée. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une transition en équilibre instable. La perte est immédiate et mesurable. La pression extérieure est réelle, mais une capacité d'adaptation existe. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de contester ces chiffres, mais de les piloter. Ils indiquent ce qui a été perdu, ce qui tient encore et ce qui peut être reconstruit sans illusion de confort. La première lecture, portée par des institutions financières et des analystes internationaux, avance un argument cohérent et difficile à écarter. En interrompant brutalement des infrastructures hydriques intégrées à des chaînes urbaines et industrielles, l'État crée un choc que rien ne peut compenser immédiatement. Cette thèse s'appuie sur des éléments vérifiables du contenu source. Suspension rapide d'un prêt majeur, réduction marquée de l'activité industrielle dépendante des flux automatisés et hausse généralisée du risque perçu dans la région. Selon cette logique, la fermeture accélère une spirale prévisible. La pénurie entraîne le ralentissement économique qui alimente l'isolement financier puis la pression diplomatique. Dans ce cadre, l'acte associé à Ibrahim Traoré est jugé imprudent, car il transforme une dépendance gérable en crise systémique sans filet de sécurité technique. La seconde lecture, défendue par des universitaires africains et de nombreux acteurs burkinabés, repose sur un diagnostic structurel différent. Elle soutient que la décision était non seulement légitime, mais inévitable. Le point d'ancrage n'est pas la rupture elle-même, mais l'héritage. Le contenu source rappelle que la gestion de la rivière reposait sur des contrats anciens, des algorithmes propriétaires et des données hébergées hors du continent. Dans cette perspective, la stabilité antérieure masquait une vulnérabilité profonde. Maintenir ce cadre revenait à prolonger une dépendance sans horizon de sortie. Les partisans de cette lecture citent un indicateur clé: la contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères après la fermeture montre que le système servait aussi des modèles économiques externes, parfois au détriment des besoins locaux. L'arbitrage le plus rigoureux ne consiste pas à choisir l'un de ces récits, mais à les tenir ensemble. Oui, la baisse immédiate de l'approvisionnement impose des rationnements et une pression sociale réelle. Oui, la réponse financière et diplomatique pèse lourdement, mais le maintien d'une part significative de la production agricole grâce à des ajustements communautaires introduit une nuance décisive. La transition ne se réduit pas à un effondrement mécanique. Ainsi, l'analyse la plus solide reconnaît simultanément le risque élevé et l'autonomie en construction. La fermeture expose le pays, mais elle rend visible ce qui était auparavant enfoui. La question devient alors méthodologique. Comment piloter cette tension sans basculer d'un excès de dépendance à un excès de rupture? Et l'on découvre alors que ce n'était pas techniquement impossible. Au cœur de la crise, un constat inattendu émerge des audits menés après la fermeture. Plusieurs stations hydrauliques, longtemps présentées comme dépendantes d'interfaces étrangères, redeviennent fonctionnelles après une reconfiguration manuelle. Le contenu source est précis.
Ce qui semblait irréversible relevait moins d'une contrainte physique que d'un verrou organisationnel. Des algorithmes propriétaires bloquaient l'accès, mais les infrastructures, elles, demeuraient intactes. Ce déplacement change la lecture dominante. La fermeture n'apparaît plus seulement comme une rupture brutale, mais comme une phase d'apprentissage accélérée. Les ingénieurs nationaux reconstruisent des chaînes de pilotage simplifiées, sans automatisation lourde, mais avec un contrôle direct. Les données ne circulent plus comme avant. Cependant, des relevés locaux, plus rudimentaires, suffisent à stabiliser certains flux essentiels. La transition cesse alors d'être uniquement défensive. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte agit comme une validation partielle du pari initial. Elle ne supprime ni les pénuries ni la pression extérieure, mais elle prouve qu'un fonctionnement alternatif peut exister hors des schémas hérités. Le débat se déplace. Il ne porte plus seulement sur le coût du choc, mais sur la capacité à transformer ce choc en méthode opératoire. À ce point précis, la crise change de nature. D'une menace d'effondrement annoncée, elle devient une transition mesurable, encore fragile, mais désormais ancrée dans des preuves concrètes. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel se déploient désormais dans 4 directions distinctes, chacune révélant une facette spécifique de la recomposition en cours. À ce stade, la décision associée à Ibrahim Traoré n'est plus un événement isolé. Elle devient une série d'ajustements visibles, portés par des acteurs différents, avec des coûts et des capacités d'absorption inégales. Du côté de l'État et des services publics, l'impact est immédiat et structurel. Les administrations doivent opérer sans les systèmes automatisés hérités, ce qui impose une réorganisation rapide des priorités. Les audits techniques révèlent des infrastructures verrouillées depuis des décennies, obligeant à reconstruire une chaîne hydraulique nationale avec des moyens limités. Les, ratio- les rationnements urbains, les coupures ciblées et la réaffectation de techniciens vers des stations critiques deviennent des routines de crise. Le delta initial sur l'approvisionnement agit ici comme un révélateur. La dépendance structurait la distribution quotidienne. En parallèle, la remise en fonctionnement manuelle de certaines stations entraîne une montée en compétences accélérée, mais sur une ligne institutionnelle fragile. Pour les entreprises et l'activité économique, le choc est plus brutal et plus visible. Les secteurs industriels dépendants de flux hydriques automatisés réduisent leur activité de manière significative. Les exportations ralentissent, les calendriers de production sont révisés et les coûts augmentent. La contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères confirme une rupture durable des modèles économiques liés à la rivière. Des projets sont suspendus. Certains acteurs se retirent. Pourtant, une dynamique inverse apparaît en marge. Ateliers de réparation locaux, solutions énergétiques alternatives et remise en service d'équipements anciens. L'économie se fragmente entre pertes nettes et substitutions improvisées. Du point de vue des ménages et des routines quotidiennes, la transition se vit dans les gestes. Les familles adaptent leurs horaires, organisent des tours de distribution et stockent l'eau à l'aube. Les quartiers urbains ressentent plus fortement la pénurie que certaines zones rurales habituées à une gestion collective. Le récit intérieur évolue. Même lorsque l'effort est lourd, la décision portée par Ibrahim Traoré est souvent racontée comme une réappropriation plutôt que comme une simple privation. Cette perception n'efface pas la contrainte, mais elle modifie la manière de l'endurer.
À l'échelle régionale, enfin, la fermeture agit comme un précédent politique. Des gouvernements voisins expriment leur soutien et évoquent des formes de coopération hydrologique renforcées. D'autres restent prudents, craignant une extension de l'idée et des contre-pressions diplomatiques. Les partenaires extérieurs durcissent leur discours, transformant l'incertitude en levier. L'acte polarise l'espace ouest africain, inspirant certains et inquiétant d'autres. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité composite. La fermeture produit des coûts tangibles, mais elle redéfinit aussi des rapports de force. La question n'est plus celle du choc initial, mais de la trajectoire collective qu'il impose. À partir des tendances observables depuis la fermeture de la rivière Sahel, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles organisent les mécanismes déjà visibles et les enchaînements conditionnels mis en lumière par le contenu source. La question n'est donc pas ce qui va arriver, mais ce qui dominera si certaines dynamiques se prolongent. Dans un premier scénario, celui de la stabilisation sous contrainte, le pays avance sur une ligne de crête. Si les audits techniques se poursuivent et que les reconfigurations manuelles se généralisent, alors un fonctionnement minimal peut être consolidé sans retour immédiat aux automatismes externes. Les rationnements persistent, surtout en zone urbaine, car la perte initiale a révélé une dépendance difficile à résorber rapidement. À l'extérieur, la pression financière demeure élevée mais contenue. Les marges budgétaires restent étroites. La transition progresse lentement, sans rupture décisive mais sans effondrement non plus. Dans un deuxième scénario, plus dynamique, la crise agit comme un catalyseur régional. Si les signaux de soutien exprimés par certains voisins se traduisent en coopération technique formalisée, alors l'apprentissage s'accélère. Le partage d'expertise, la formation d'ingénieurs et la mutualisation de solutions simples renforcent l'autonomie opérationnelle. Les stations auparavant verrouillées continuent d'être rendues fonctionnelles sans interface étrangère. Dans ce cadre, la souveraineté hydrique cesse d'être principalement symbolique. Elle devient un cadre de travail. Les tensions diplomatiques persistent, mais la capacité d'adaptation réduit progressivement l'impact économique négatif. Un troisième scénario, plus sombre, repose sur l'épuisement des amortisseurs sociaux. Si les rationnements se prolongent et que les pressions externes s'additionnent aux fragilités internes, alors la fatigue collective s'installe. Les infrastructures encore instables subissent des pannes répétées. Les importations de biens essentiels se contractent davantage, tandis que la hausse durable des coûts pèse sur les ménages. Dans cette trajectoire, l'isolement devient un risque concret, surtout si les partenaires régionaux prennent leur distance pour limiter les contre-pressions. Une règle de lecture s'impose alors: ne pas confondre vitesse et trajectoire. Dans une transition, ce sont l'ajustement continu et l'apprentissage qui font direction. La question centrale devient celle du pilotage, pas celle du symbole. Au-delà des scénarios macroéconomiques, la fermeture de la rivière Sahel se traduit par une expérience quotidienne pour des groupes sociaux distincts. Le contenu source insiste sur cette dimension souvent reléguée au second plan. Une décision d'État n'existe réellement que lorsqu'elle modifie des routines ordinaires, parfois jusqu'à l'usure. Pour les ménages urbains, l'impact se mesure d'abord en temps et en vigilance. Se lever plus tôt pour constituer des réserves, ajuster les usages domestiques, organiser des tours de distribution entre voisins. Ces gestes répétés installent une tension continue, mais produisent aussi des formes nouvelles de coordination locale.
L'eau n'est plus perçue comme un service abstrait, administré à distance. Elle devient une ressource à gérer collectivement, avec ses arbitrages visibles. Chez certains, cette contrainte nourrit une fierté silencieuse. Chez d'autres, elle alimente une inquiétude durable face à la longueur de l'effort. Dans les zones rurales, l'adaptation prend une forme plus active. Agriculteurs, artisans et techniciens improvisés transforment la contrainte en action. Des pompes abandonnées sont réparées, des canaux sont recreusés à la main, des solutions solaires locales sont déployées pour maintenir l'accès à l'eau. Ces initiatives ne remplacent pas les systèmes automatisés, mais elles redonnent une capacité d'agir immédiate. Le rapport au problème change. On ne subit plus seulement une pénurie, on participe à sa gestion. Un troisième groupe vit la transition sur un registre symbolique. Enseignants, animateurs communautaires et artistes réinterprètent l'événement. La rivière devient un repère collectif. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour s'ancrer dans des récits partagés. La décision associée à Ibrahim Traoré est alors moins discutée comme un acte isolé que comme un déclencheur de projection collective, concentrant espoir et crainte dans un même mouvement. Pour que la fermeture de la rivière Sahel devienne un processus maîtrisé plutôt qu'un choc prolongé, le contenu source esquisse une trajectoire progressive, fondée sur des étapes identifiables et mesurables. À ce stade, l'enjeu n'est plus d'expliquer la décision initiale, mais de la transformer en méthode durable. Ibrahim Traoré est alors attendu moins sur le symbole que sur la capacité à organiser, suivre et corriger. La première étape consiste à sécuriser et cartographier les infrastructures existantes. Des équipes d'ingénieurs nationaux, appuyées par des unités de protection, mènent des audits station par station. L'objectif est clair: identifier les dispositifs encore verrouillés par des accès étrangers et documenter ceux qui peuvent être reconfigurés localement. Le critère de suivi est concret et vérifiable. Le nombre d'installations rendues opérables sans interface externe dans un délai donné. La deuxième étape porte sur la montée en compétences. Universités, centres techniques et administration coordonnent des formations accélérées en hydrologie, automatisation simplifiée et gestion locale des données. Le succès ne se mesure pas en annonces, mais en cohortes formées et effectivement intégrées aux équipes opérationnelles. La temporalité est intermédiaire, étalée sur plusieurs mois avec des évaluations régulières. Une troisième étape vise la coordination régionale. Des mécanismes de coopération avec des pays voisins sont structurés autour du partage d'expertise et de plans d'urgence hydrique. Ici, les indicateurs sont institutionnels: protocole signé, exercices conjoints réalisés, dispositifs d'alerte partagés et activables. Enfin, une étape transversale s'impose: la transparence. Publication régulière des volumes distribués, des décisions de gestion et des résultats d'audit accessibles au public. Dans cette logique, la souveraineté ne se proclame pas, elle se vérifie. Pour Ibrahim Traoré, la crédibilité future se jouera dans cette capacité à mesurer, rendre compte et ajuster en continu. Sur les sites redevenus silencieux, les premières scènes reviennent comme une mémoire active. L'ingénieur de Ouagadougou, celui qui avait découvert des paramètres dictés à distance, observe désormais une station fonctionnant sous contrôle local, imparfaite mais maîtrisée. À Kaya, l'agriculteur qui avait improvisé des rotations nocturnes surveille des canaux remaniés collectivement, assez solides pour tenir une saison de plus.
Ces figures ne racontent ni une victoire nette, ni un échec définitif. Elles racontent un effort prolongé, fait d'essais, de corrections et de fatigue assumée. Le contenu source insiste sur cette bascule discrète. La crise n'est plus seulement une menace d'effondrement. Elle devient un apprentissage continu où les gestes techniques se doublent de gestes sociaux. Les compétences se reconstruisent au même rythme que la confiance. Rien n'est confortable, tout est mesuré. La pression extérieure demeure. Les pénuries n'ont pas disparu, mais l'horizon n'est plus entièrement subi. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un protagoniste solitaire que comme un catalyseur. Son geste initial ouvre un processus qui dépasse sa personne et engage une pluralité d'acteurs, du technicien au villageois. L'histoire change alors de registre. Elle quitte le symbole pour entrer dans la pratique quotidienne, là où chaque ajustement compte. Et, peu à peu, on comprend que la souveraineté se construit goutte après goutte. Au terme de ce parcours, la rivière Sahel n'est plus seulement un cours d'eau ni un dossier technique. Elle devient un repère collectif parce qu'elle condense une idée exigeante. Une souveraineté ne se décrète pas, elle se pratique, souvent dans l'inconfort, parfois dans la fatigue, toujours dans la durée. Le contenu source montre comment une décision associée à Ibrahim Traoré se transforme en une succession de choix concrets, portés par des institutions, des communautés et des individus ordinaires. Ce récit n'invite pas à choisir un camp par réflexe. Il invite à préciser ce que l'on accepte comme coup de transition et ce que l'on exige comme preuve de pilotage. Quelles données doivent être rendues publiques pour évaluer l'effort? Quels seuils rendent une rupture soutenable sans basculer dans la pénurie durable? Quelles responsabilités doivent être assumées lorsque l'apprentissage collectif passe par la contrainte? Prolonger la discussion, c'est déplacer le regard. Certains verront d'abord la vulnérabilité urbaine, d'autres la résilience rurale, le choc économique ou le précédent régional. Chaque lecture s'éclaire une facette différente du même processus. Alors, une question demeure, volontairement ou ouverte. Comment mesurer une souveraineté lorsqu'elle se joue jour après jour dans la vie ordinaire?